à notre θ. Donc θj multiplié par xj. Pour θj, je multiplie la différence entre le réel et le prédit par θj. Et là, donc, un petit peu l'équivalent de l'instruction qu'on avait vu plus tôt. Donc, lorsque j'atteins une certaine erreur, j'arrête la descente du gradient. Donc, un list appel, donc la même chose que ce qu'on voit aujourd'hui implémenté dans les librairies. Voilà, donc ça c'est pour la descente du gradient pour la régression logistique, qui ressemble beaucoup à la régression linéaire, sauf qu'ici on va rajouter la fonction logistique dans le calcul du coût. Et là, donc, on va essayer, donc ça c'est la fonction que les étudiants avaient implémentée pour décider le coût par rapport, donc le gradient par rapport au coût, et ça j'ai trouvé que c'était intéressant aussi. Donc l'appel de la fonction de la descente du gradient, donc j'initialise mes θ, et on avait essayé d'initialiser nos θ à 0 pour appeler notre fonction de la descente du gradient. Ce que j'ai vu aussi, c'était l'initialisation de θ à des valeurs différentes de 0 et voir à quelle puissance et à quelle vitesse on allait converger. Donc ça, c'était intéressant aussi. Le taux d'apprentissage, et bien sûr, donc on va appeler notre fonction de la descente du gradient. Et donc j'ai vu aussi, donc ça c'était intéressant, et ça, donc cette fonction, le coût par rapport aux itérations, j'ai vu ça sur la plupart des TP. La plupart des TP avaient décidé donc le coût par rapport au nombre d'itérations. Ça c'était bon. Ce qu'on a ici de différent, c'est aussi de décider le gradient en fonction du nombre d'itérations. Et là, donc, la limite de décision, qui était un peu compliqué pour quelques étudiants. Je pense qu'on avait expliqué ça à l'un de nos TP précédents. Donc la limite de décision, ce n'est autre qu'un dessin d'une ligne qui a les paramètres qu'on a trouvés, donc θ0 et θ1. Donc on va essayer juste de chercher, on définit à x minimum et à x1 minimum et à x1 maximum, à x2 minimum et à x2 maximum. Et une fois qu'on aura dessiné ça, donc on peut dessiner notre ligne avec les mètres qu'on a trouvés. Donc, lorsque alors c'est un peu ce qu'on faisait, j'imagine, au lycée. Donc x1 et x2. Donc, lorsque x1 égale à quelque chose, x2 égale à quelque chose, en fonction de θ0 et de θ1, plus θ1 fois x. Donc c'est mon x1 et ici c'est mon x2. Donc x2 est égal à θ0 plus θ1 fois x1. Et là, on va juste remplacer à x1 pour trouver le x2 et à x2 pour trouver le x1. Et comment je peux trouver ça? Je sais que l'équation d'une ligne ou bien d'un segment d'une ligne, j'ai besoin seulement de 2 points. Donc je vais prendre un point minimum x1, un point maximum x1, et je cherche le point minimum x2 et le point maximum x2. Donc je ne fais que remplacer pour trouver la limite de décision. Et qui va justement me séparer mes données en exemples positifs et exemples négatifs. Et ici, donc, n'importe quelle valeur de x1, en appliquant θ0 et θ1, je tomberai exactement sur la même ligne. Parce que je suis en train d'utiliser les mêmes θ0 et θ1. Donc voilà, la limite de décision.
qu'est-ce qu'on avait ici? Donc ça aussi, j'ai trouvé sur ce TP et sur pas mal d'autres TP. Et sur le TP qu'on vient de voir, donc le TP2, on avait donc le coût par rapport à θ0 et θ1. Normalement, c'est ça. Voilà. Donc θ0 et θ1, et on va aller chercher le coût. Donc ici, la même chose pour le binôme 18. Donc j'imagine que vous pouvez aussi utiliser le plot ou le graphe 3D interactif. Changez juste l'instruction et vous pourrez avoir donc votre plot 3D interactif que vous pouvez voir de tous les côtés. Et je pense que c'est intéressant aussi. Voilà. Un mesh grid, c'est un grid où on a besoin de matrices. Donc, une matrice X, une matrice Y et une matrice Z. Et ça, on peut le trouver justement en appliquant nos θ0 et nos θ1 et en aller cherchant l'erreur par rapport à θ0 et de θ1, mais en ayant une matrice pour les trois. Et une fois qu'on aura nos trois matrices, on pourra avoir une projection 3D qui ressemble à ceci. Et donc, ce qu'on peut en déduire ici, c'est que ce que je suis en train de faire durant mes itérations, c'est d'aller chercher ma descente du gradient par rapport à chaque θ. Donc, je suis en train d'aller chercher ça en ayant le coût maximum et en descendant vers la pente, en nous dirigeant vers la pente. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi. Donc, la comparaison avec sklearn pour ce binôme et pour certains autres binômes, donc, enfin, c'est le quadrinôme. Donc, on fait ici appel à la régression logistique de sklearn avec quelques paramètres. Et ça, donc, on a toujours besoin d'appeler la fonction fit. Vous vous rappelez, on a vu que je définis un modèle que j'appelle modèle, ou ici, donc, c'est appelé sklearn model. Et ensuite, on va appeler la fonction fit. La fonction fit qui marche avec les SPM, avec les réseaux de neurones, avec les modèles deep, les modèles d'apprentissage profond. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Les arbres de décision. Donc tout ça, on fait toujours appel à la fonction fit. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est un peu une convention qu'on est en train d'utiliser dans toutes les librairies où fit veut dire fit the parameters, donc entraîner le modèle. Et le modèle, comment un modèle est entraîné? Un modèle est entraîné en ayant les meilleurs paramètres. Les meilleurs paramètres, donc best parameters that fit the data. Et c'est pour ça qu'on va souvent utiliser le mot fit. Voilà. Et j'ai vu aussi donc la ligne séparatrice, donc boundary, en utilisant sklearn et la méthode implémentée. Voilà. Donc ici, c'est la méthode implémentée et ici, c'est la méthode de sklearn. C'est différent, mais on voit bien que dans les deux cas, ça sépare assez bien les données. Donc, la même chose ici. Bon, ça, c'était aussi intéressant, mais je pense que ce n'est pas la peine de vous expliquer ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Qu'est-ce que je voulais dire ici? Sklearn model. J'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire. Non, je ne me rappelle pas. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est pareil. Donc, on a notre code qui marche très bien. On a notre régression logistique qui marche très bien, qui cherche les meilleurs paramètres pour un ensemble de données grand. Donc, ce qu'on peut utiliser ici, c'est de prendre ces données et d'essayer de prendre aléatoirement un sous-ensemble de données.
Mais attention, vérifiez que vous avez les deux classes. Donc, si je prends ici 5 valeurs de mon grand ensemble de données, et je déroule mon algorithme, et je le déroule sur papier, je vais essayer de voir si je suis en train de trouver la même chose. Et donc ça nous permet d'essayer de nous entraîner sur un petit ensemble de données qu'on peut calculer facilement, et on a le code qui le calcule et qui calcule la descente du gradient. Voilà. Donc ça, c'était le premier code que j'ai apprécié. Deuxième code, j'ai choisi les codes qui ne se ressemblent pas beaucoup pour avoir le maximum d'idées. Donc, deuxième code que j'ai bien apprécié. Donc, pour la régression logistique, donc en plus, donc ce qu'on avait calculé durant le TPA, donc la matrice de confusion, les taux de faux positifs, donc la sensibilité, ou non, ça c'est la sensibilité, c'est la précision et le rappel, et la matrice de confusion. Donc, ont été utilisés, pareil, pour essayer de tester notre régression logistique. Donc, les données, essayer d'appliquer une régression logistique en utilisant un scalearm et en ayant le meilleur coût qui a été obtenu, et la limite de décision en utilisant un scalearm. Donc, un peu ce qui a été utilisé, mais d'une façon un tout petit peu différente de ce qui a été utilisé par le premier groupe. Et là, donc, c'est la partie de l'implémentation from scratch. Donc, la sigmoïde et la dérivée de la sigmoïde. Donc, je sais que la sigmoïde, c'est 1 sur 1 plus exponentielle moins z. La dérivée de la sigmoïde, c'est la sigmoïde fois 1 moins la sigmoïde. Et ça, on a vu et on a revu durant les cours de réseau de neurones. La prédiction, donc, c'est le dot product entre x et les points. Les points, donc, c'est θ0, θ1. C'est juste un changement d'appellation. Pourquoi weights avec S ici? On se rappelle bien qu'ici, pour le TP3, on est en train d'utiliser deux caractéristiques. Donc, deux caractéristiques qu'on a choisi d'appeler weights au lieu d'appeler θ. Et bien sûr, plus le biais, donc plus θ0. Et là, donc, on va retourner la sigmoïde de ce qu'on a trouvé ici. Donc, la combinaison linéaire, ça c'est c'est pas le dot product, hein. Ça s'appelle dot, mais c'est pas dot product, c'est la multiplication matricielle. Donc, point dot ou bien matmult, pour un NumPy, c'est la même chose. Et bien sûr, donc on applique la sigmoïde. La sigmoïde, encore une fois, pourquoi on applique la sigmoïde? Tout simplement pour avoir des probabilités. Et là aussi, j'ai un autre TP que j'ai bien... il y avait une idée que j'ai bien appréciée, c'était l'affichage de la sigmoïde carrément en l'utilisant NumPy, plutôt Matplot, et qu'on va voir tout de suite. Calcul du coût, donc calculé d'une façon un peu différente, mais on a toujours les mêmes calculs. Donc c'est la moyenne, pareil. Donc, le y, logarithme de l'hypothèse, 1 moins l'hypothèse. Donc, moins y, logarithme 1 moins l'hypothèse. Là, c'est juste le test du coût par rapport aux paramètres qu'on a. Donc, θ défini aléatoirement. Et là, donc, ces étudiants ont à chaque fois utilisé le momentum, stochastic gradient descent momentum, et ça, on n'a pas fait. Mais bon, les étudiants sont libres d'utiliser des notions un peu plus avancées. Donc, stochastic gradient descent avec momentum, on va juste essayer de mettre à jour
d'une façon un peu aléatoire notre descente de nos paramètres durant la descente du gradient. Donc, la prédiction, binary cross entropy, donc ça, je pense que ça a été, je ne sais pas si on avait défini ça. Je pense qu'ils ont juste utilisé les fonctions. Voilà, binary cross entropy. Binary cross entropy, donc juste importation à partir du coût de scalar. Où est-ce qu'on a été? Avance. Donc, calcul du coût avec Y et Y prédit. Donc, Y prédit, c'est predict. Predict, ce qu'on avait vu, donc c'est la combinaison linéaire à laquelle on a appliqué la sigmoïde. Et bien sûr, donc les poids, donc c'est les poids définis initialement et le biais défini initialement. Ensuite, tout ça va être mis à jour durant les itérations et durant l'algorithme de la descente du gradient. La différence entre Y prédit et Y réel et la multiplication. Attendez une seconde, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Voilà, donc ici c'est la dérivée. Donc, c'est la dérivée, et la dérivée avait dit que c'était juste la multiplication, donc la combinaison linéaire que je multiplie par mon x. Donc, pas plus que la fonction du coût. Donc, je reviens ici. On avait dit que c'était l'hypothèse moins la classe réelle multipliée par notre x. C'est un peu quelque chose qui ressemble au coût que je multiplie par x, je somme et je moyenne ça. Et donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, c'est la différence. La différence multipliée par nos x. Et ça, bien sûr, donc c'est une vectorisation du calcul des gradients, de la dérivée. Et ensuite, donc, on va aller chercher donc, la différence, le gradient pour mettre à jour nos paramètres. Donc, les paramètres, ça va être les poids précédents plus le changement, donc mon changement qui est mon gradient. Donc, on va mettre à jour et les poids et les paramètres, et bien sûr, on va rajouter ça à l'historique. Et donc, momentum ici, donc c'est pour choisir quelques paramètres à mettre à jour. Et enfin, donc, on va retourner les poids, l'historique des poids, donc les paramètres, l'historique de θ0 et de θ1, θ2 ici, parce qu'on a deux caractéristiques. L'historique des biais, donc θ0, pardon, est ici, θ1, θ2 est là, et le coût est ici. Donc, de la même façon, les étudiants ont réfléchi à implémenter Adam. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans ça. Donc Adam, c'est un autre algorithme d'optimisation, notre algorithme pour trouver les meilleurs paramètres de notre régression, qu'elle soit linéaire, logistique, donc, pour entraîner notre modèle. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi. Et enfin, donc, l'étape de normalisation. Donc, est-ce que la normalisation va donner de meilleurs résultats, oui ou non?
Et là, donc, l'application de la descente du gradient, donc, en essayant de comparer entre la descente du gradient stochastique et l'optimisateur Adam. C'est ce que les étudiants ont proposé. Je pense que c'était intéressant. Ça renforce la compréhension. Et donc, une comparaison entre les trois, donc descente du gradient simple, descente avec momentum et un autre optimisateur, donc l'optimisateur Adam. Et enfin, donc une comparaison entre la ligne séparatrice. Donc, ligne séparatrice, pareil. Donc, on va juste prendre nos paramètres, multiplier par nos x et trouver donc la ligne. On a besoin de, pareil, donc on a besoin juste de points pour trouver l'équation de notre ligne. Enfin, l'équation qu'on a déjà trouvée, mais juste pour trouver x2 par rapport à x1 en utilisant x1 et les paramètres. x1, x0 et les paramètres. Voilà, ensuite, donc, comment améliorer le coût en utilisant la normalisation. Et là, donc, la convergence qui est pointée ici, c'est lorsque donc, le coût ne change plus. La fonction hypothèse, donc ici, on n'a juste pas affiché les données. Et ça donne quelque chose qui ressemble à ceci. Les étudiants ont encore proposé donc, les métriques, la courbe ROC et les taux. Et ça, c'est aussi intéressant. Donc, en gros, j'ai apprécié ce code. Le coût par rapport à θ0 et θA. Et enfin, je pense qu'ici, c'était une étape de normalisation. Voilà. Le dessin de la sigmoïde. Bon, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout voir, mais qu'est-ce que je vais choisir? Je pense que c'était le TP5. Je pense que c'était le 5. Qui a été demandé, et seulement ce qui a été demandé, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'était vraiment où je sentais la compréhension de l'étudiant.
Donc, juste pour vous dire, donc, tout ça, c'était vraiment des TP qui ont attiré mon attention. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais sachez que vous aurez donc toutes les remarques plus tard lorsque je vous transmettrai mon feedback par rapport à vos TP. Mais encore une fois, donc, je suis toujours très agréablement surprise de vos travaux. Je passe au TP4. Celui de la régularisation. Donc, pour la régularisation, donc, je pense que ça, c'était parmi les rares TP où j'avais vraiment eu l'explication de comment on a trouvé toutes ces probabilités. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, lorsque je donne un degré, donc je rappelle le TP4. Donc, pour le TP4, on avait essayé de chercher une fonction polynomiale par rapport à nos caractéristiques. Donc, au lieu d'utiliser nos caractéristiques et appliquer une fonction linéaire, essayez d'imaginer une fonction polynomiale. La fonction polynomiale, donc, c'était essayer de prendre nos caractéristiques et de les élever à une puissance polynomiale. Et ça nous permettrait justement de séparer d'une façon non linéaire nos données. On avait vu plus tard que la séparation non linéaire pouvait être en utilisant un noyau, tel qu'on avait vu dans les SVM. Ou bien donc, dans les réseaux de neurones. Donc, les réseaux de neurones, c'est des fonctions linéaires par couche. Mais la combinaison entre toutes ces fonctions va nous simuler une fonction non linéaire. C'est pour ça qu'on a quand même une puissance dans nos réseaux de neurones. Donc, je passe au TP4. Donc, nos données, donc on avait 118 exemples et 2 caractéristiques. La troisième, c'était nos classes. Et on voulait élever donc, ces caractéristiques à une puissance polynomiale pour essayer de trouver une fonction non linéaire qui séparait nos données. Voilà, donc lorsque je donne une puissance, un degré maximum à un polynôme, et que j'ai 2 caractéristiques, donc ce que je peux faire, c'est utiliser un petit peu cette fonction pour essayer d'aller chercher combien de termes je pourrais avoir. Donc, le nombre de termes est de 28. Le nombre de degrés, on avait dit que c'était un 7. Donc, je remplace et donc le nombre de calculs que je vais bien pouvoir faire. Donc, le nombre d'itérations que je vais faire. Donc voilà, ici, donc on avait dit qu'on allait prendre chaque x et on allait l'élever à la puissance i-j. Et x1, donc la première caractéristique à la puissance i-j, et x2 à la puissance j. Et je retourne donc out qui est le nouveau vecteur, donc les nouvelles caractéristiques. Donc les 28 caractéristiques. 28 caractéristiques où à chaque fois je suis en train d'élever x1 à une certaine puissance et x2 à une certaine puissance. Et de cette manière, je suis en train de trouver les paramètres à chaque puissance. Voilà, donc mes nouvelles caractéristiques maintenant, j'ai 118 exemples avec 28 caractéristiques. La sigmoïde, donc comme d'habitude, et là je peux aussi aller chercher la dérivée de la sigmoïde. Le calcul du coût, donc le coût, exactement comme le TP précédent, c'est exactement le même coût. La descente du gradient, c'est la même chose, exactement la même chose, sauf que maintenant, donc, le coût c'est la même chose, mais on va rajouter le paramètre de régularisation, notre lambda. Et que je vais, donc je reviens sur mon cours.
de régularisation. Et donc, le nouveau coût la dérivée donc avec régularisation. Donc, je vais juste rajouter lambda sur R, θ j. Et là, donc, rappelez-vous, par convention, on ne met pas à jour. Donc, vous pouvez trouver le θ0 régularisé. On peut rajouter ici le terme pour θ0, mais en général, par convention, en apprentissage automatique, on ne va pas faire de régularisation pour le biais, on va juste régulariser les autres paramètres et non pas le biais. Donc ici, c'est une pratique qu'on utilise. Le coût, où était notre coût? Le coût, je pense que je l'avais mis. Descente du gradient, le coût, je pense que j'avais rajouté le coût. Voilà, le coût avec régularisation. Donc, on va juste rajouter le terme de régularisation, donc lambda sur 2m, fois la somme de θj au carré. Et donc, c'est ce qu'on devrait trouver ici. Donc, θ, la somme de θj au carré. Donc, lambda sur 2m fois θj au carré. Ce que j'aime bien sur ce TP et sur pas mal d'autres TP, c'est vraiment la réplication exacte de nos formules. Et donc, on ne risque pas de se perdre et on sait bien d'où vient chaque valeur. Descente du gradient, donc l'erreur. Ensuite, donc la même descente du gradient que précédemment pour les paramètres, sauf que maintenant, on va rajouter le terme de régularisation. Et vous voyez bien ici, donc tout a été respecté. θ0 n'a pas été régularisé. θ0, c'est juste la dérivée du gradient de θ0 multiplié par le taux d'apprentissage qui est soustrait à notre paramètre θ. Mais pour tout le reste des paramètres, on va utiliser la régularisation. Donc, on va utiliser notre paramètre lambda. Et là, donc aussi, donc, la même méthode qui a été utilisée par ce même groupe d'étudiants pour arrêter l'entraînement. La même fonction que précédemment. J'apprécie aussi la modularité du code. Et donc, nos paramètres, nos coûts et notre gradient. Donc ça peut servir justement, comme tout à l'heure, au dessin du gradient par rapport aux itérations. Et c'est ce qui est dessiné, donc exactement la même fonction que ce qui a été utilisé précédemment. Donc le coût par rapport aux itérations et le gradient par rapport aux itérations. Et là, on voit le gradient pour tous les paramètres. On a 28 paramètres, donc on a 28 états. De θ0 jusqu'à θ27, bien sûr, en comprenant θ0. Le dessin de la limite de décision, et ça, on avait aussi expliqué durant l'un de nos TP. Donc, on va utiliser un mesh grid. Donc encore une fois, c'est pour dessiner un nuage de données. Et le nuage de données, on a besoin de matrices. Donc pour ça, on va définir un ensemble de paramètres x1 et x2 et on va essayer d'utiliser la fonction de contour pour dessiner le contour qui est un cercle, n'est-ce pas? Donc le cercle qui est écrit, donc c'est notre z en fonction de x1 et de x2. Et enfin, donc la prédiction. Donc je donne mes x, mes y, et j'obtiens mes θ. Et là, donc ce qu'on peut aussi trouver, c'est notre précision, rappel, etc.
draw circle, donc ça, c'est le contour qu'on avait appelé. Donc, plt.contour, c'est ce qu'on a ici. Et c'est ce qui est défini dans la fonction de dessin du cercle. Le coût, donc pareil, comme précédemment, les mêmes fonctions que précédemment. Et là, je pense que ça serait aussi intéressant d'aller voir justement le TP13 qui a une autre réflexion pour les paramètres. Donc, pareil que le TP précédent, la même réflexion. Je vais juste aller. Alors là, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi le fait de dessiner une limite de décision où on risque d'avoir un surapprentissage. Donc ça, c'était la fonction qui a été obtenue par sklearn. La précision est très bonne et notre fonction hypothèse est assez compliquée. Donc comment ça a été obtenu? Donc, je peux revenir. On a importé la régression logistique et on a entraîné le modèle en utilisant le nombre de degrés et nos paramètres x. Ensuite, on a dessiné la limite de décision en utilisant nos x, nos y et nos degrés. Donc, print map, je pense que je l'ai vu. Voilà. Donc, pour notre modèle, donc, on va essayer d'aller chercher notre mesh grid. Mesh grid, donc, le dessin de z en fonction de x et de y, sachant que x et y et z, c'est des matrices. Ensuite, donc, notre z, donc on va aller chercher notre z. Et donc, on va appeler les étiquettes, donc notre z, en fonction de nos x. Donc ici, pour le premier dessin, c'était le cas où on avait utilisé un modèle, un seul modèle de régression logistique. Et donc, on avait retourné directement donc, le dessin en utilisant ce nombre de degrés. Donc, le degré qu'on a défini. Donc, c'était intéressant pour comparer entre la régression logistique telle qu'elle a été implémentée et la fonction de sklearn. Okay. By default uses L2 regularization. This plot is to show the effect of L2 on overfitting. Très bien. Très bien. Merci, merci Ahmed. Effectivement, c'est votre TP, Ahmed. Très bien. Donc, c'était pour montrer l'effet de L2 sur le surapprentissage. Excellent. Ahmed, si vous voulez commenter votre code, vous pouvez prendre la parole. Hein. Donc, moi, je suis en train de commenter vos codes, mais vous êtes les mieux placés pour en parler. Si vous voulez rajouter des informations ou carrément commenter votre code, vous pouvez même partager votre écran. Moi, je suis surtout en train de partager les codes qui ont attiré mon attention et où on avait donc de nouvelles idées. J'ai apprécié les nouvelles idées que j'ai vues sur vos TP. Donc ça, c'est le modèle donc, implémenté de zéro. Donc, carrément une classe avec ses fonctions. Bon, je vais aller passer directement sur les résultats.
Donc, la comparaison, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est justement la comparaison, comme ça a été vu durant le TP précédent, TP3, par le même binôme. Donc, la comparaison entre les différents optimisateurs. Adam, stochastic gradient descent, stochastic gradient descent with momentum, etc. Et là, donc, on a des courbes de chaque optimisateur. Et les fonctions, donc, les fonctions avec surapprentissage, sous-apprentissage pour chaque optimisateur. Donc ça, c'était, je trouvais que c'était très intéressant aussi. Donc, descente du gradient. Donc, je pense ici que c'est juste les affichages par rapport au degré donné en utilisant les fonctions qui ont été définies. Donc, modèle, la classe qui a été implémentée et donc les méthodes implémentées dans la classe qui a été proposée. Et donc le coût par rapport à chaque itération. Et une comparaison en plus entre les différents degrés. Donc le degré du polynôme, lorsque je choisis d'élever mes caractéristiques au degré 3, lorsque j'ai choisi de les élever au degré 7, lorsque j'ai choisi de les élever au degré 10, et comment je suis en train de réduire le coût. Donc je vois bien ici que le degré le plus grand est celui du coût minimum. Donc j'atteins le plus petit coût lorsque le degré de mon polynôme est très grand. Mais mon problème ici, c'est que je risque d'avoir un surapprentissage. Je suis vraiment en train de chercher la meilleure fonction, une fonction qui est compliquée. Donc plus j'élève mes caractéristiques à un polynôme élevé, plus ma fonction devient compliquée. Elle s'adapte très bien aux données, mais on risque d'avoir un surapprentissage. Voilà, donc le degré 7 et le degré 10. Donc on voit bien que notre fonction est vraiment adaptée ici, j'ai donc donné un exemple négatif ici, donc il sera considéré comme un exemple positif, car ma fonction s'adapte beaucoup trop à mes données. Les courbes ROC, donc pour les différents optimisateurs, donc comme a été fait pour le TP précédent. Voilà, je pense que c'était tout ce qui était intéressant. En général, je trouve que ces deux TP, donc ces deux groupes, ont les TP les plus intéressants. Mais je néglige pas d'autres TP, donc j'ai mis des notes sur tous les TP que j'ai trouvé intéressants. C'est juste qu'on n'a pas beaucoup de temps de tout voir. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, par rapport au TP4 pour passer au TP5? Il nous reste le 5, le 6 pour les réseaux de neurones. 7, 8, c'est des TP très simples, très très faciles. Il n'y a pas beaucoup de réflexion, donc je préfère qu'on se concentre sur le TP5 et 6. Et pour la compréhension du TP5 et 6, le 7 et le 8, je pourrais juste vous le mettre sur le drive. Et si vous avez des questions, on peut toujours ajouter des séances. Pas de questions, s'il vous plaît? Très bien. Donc, je pense que je vais essayer d'aller voir pour le TP5. Je vais aller chercher le groupe 19. On était sur le TP5. Donc, ça, c'est le TP de régularisation.
Donc TP5, je vais aller chercher le code 19. Donc, réseau de neurones. Et TP5, c'était le forward pass, où on appliquait seulement la combinaison linéaire sur les différentes couches. Donc, fonction linéaire à laquelle on va appliquer une sigmoïde pour faire un forward pass. Donc, c'est très simple. Donc, pour ça, on avait utilisé aussi nos données. Alors, pareil, ici, ce qu'on peut faire, c'est d'aller essayer de prendre... Bon, ici, ce n'est pas intéressant d'utiliser un sous-ensemble parce qu'on a 400 caractéristiques. Mais ce qu'on peut faire, si vous voulez vous exercer, vous pouvez, par exemple, réduire la résolution de vos images. Donc, je m'explique. Je reprends juste l'idée du TP5. Donc, pour le TP5, on avait 5000 images et chaque image était de taille 20 x 20. Maintenant, on veut s'exercer avec des petits exemples pour pouvoir vérifier avec notre code. Donc, ce que je peux vous proposer comme exercice, c'est d'aller, par exemple, réduire la taille de vos images. Mettre, par exemple, quelques images, 5, 10 images, et prendre seulement 2 classes ou 3 classes et essayer de réduire la résolution. Donc ça se fait avec resize en OpenCV. Donc par exemple, vous faites un resize, vos images, vous allez leur donner une taille peut-être 3x3 ou 4x4. Si vous avez ça, donc vous aurez des caractéristiques plus petites. Et une fois que vous aurez des caractéristiques plus petites, donc vous pouvez essayer de faire ça et voir. Donc, en tout cas, c'est ce que je vais faire aussi. Donc, avoir un chronomètre et voir combien de temps ça pourrait prendre par rapport à une image très petite. Est-ce que c'est faisable pour un exercice d'examen? On verra. Donc, essayez de vous exercer sur ça. Donc, réduire, par exemple, la taille de vos images, prendre aléatoirement 5, 7 images et essayer et prendre un nombre réduit de classes. Comme ça, vous pourrez avoir un maximum de classes lorsque vous prendriez un nombre aléatoire et essayer de voir ce que ça va vous donner avec un forward pass, un backward pass et est-ce que vous pourrez trouver avec un nombre d'itérations pareil très réduit, et est-ce quel est donc les paramètres, les nouveaux paramètres que vous devriez avoir sur votre réseau. Donc il y a vraiment lorsque votre code est fonctionnel, il y a vraiment une infinité de possibilités que vous pouvez faire et que vous pouvez calculer. Donc on revient sur notre TP, donc on a 5000 exemples, donc 5000 images qu'on a transformé. Donc, chaque image est transformée en un vecteur de 400 caractéristiques. Et la dernière colonne, c'est la classe. Donc, on a 9 classes pour les 9 chiffres manuscrits. Et on cherchait à trouver la probabilité. Bon, la probabilité de résoudre le ROM. Donc, les données, nos caractéristiques, visualisation aléatoire de nos données, et donc caractéristiques, les étiquettes. Donc la classe 0 avait l'étiquette 0. Donc ça marche. Et on passe à la régression logistique. Donc régression logistique, j'aurai toujours besoin de ma fonction sigmoïde. Sigmoïde, c'est notre fonction d'activation. Donc sigmoïde, c'est notre fonction d'activation. Le coût, donc là, je vais aller chercher le coût de nos réseaux de neurones.
Donc, pour chaque itération, on va aller trouver notre hypothèse, trouver la fonction, trouver notre combinaison linéaire. Pardon, je vais juste mettre ma question de côté. Donc, je vais aller, je vous demande une petite seconde, j'ai ma batterie qui lâche. Donc, la fonction linéaire à laquelle on applique une sigmoïde. Ensuite, on va juste aller faire la différence. Donc, le coût, c'est la différence entre la fonction hypothèse et la classe réelle. Et c'est ce qu'on avait dit pour ce TP et pour cette erreur. Donc, c'est juste la différence. Et ensuite, donc, ici, c'est directement la mise à jour des paramètres θ. Là, je pense qu'il y a un problème. Donc là, c'est la mise à jour. Non, ça, c'est la mise à jour des paramètres. Ce n'est pas la fonction du coût. C'est une mise à jour. Y prédit. Donc, Y prédit, c'est bon, ça c'est la prédiction. Donc, nos θ avec nos x, et on va aller essayer de chercher donc quelle est la classe de mon x. Et la classe de mon x, c'est celle qui va maximiser notre hypothèse. Donc, l'hypothèse qui est la multiplication, donc la fonction linéaire de x et de θ, à laquelle on applique une sigmoïde, et on va choisir donc l'étiquette maximale, donc la probabilité, l'argument de la probabilité maximale. Voilà, donc pour la première partie, c'est quelque chose de très très simple. Par contre, ça, je pense que je dois revoir. Il y a des choses dont on n'a pas besoin. Voilà, je pense qu'on n'a plus le temps. Donc, ce qui nous reste, c'est l'entraînement du réseau de neurones. Donc, je vous propose d'essayer de voir ça. Donc, essayer de trouver peut-être une autre séance pour voir le reste des TP et essayer de voir ce qui reste. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Pas de questions? Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose encore une fois de trouver des séances, trouver durant la semaine. Donc, on a encore le jeudi, on a encore le samedi, on a encore la semaine prochaine. Donc, si vous avez
besoin de quoi que ce soit et si vous avez besoin de quoi que ce soit ou si vous avez des questions, si vous voulez avoir une séance, donc faites un vote entre vous et proposez-moi des horaires et je ferai en sorte qu'on essaie de trouver un temps pour faire quelques révisions. C'est ce que je vous propose. Donc, s'il y a une séance où euh, on peut se voir avant l'examen, donc on essaiera de faire justement des révisions avec les exercices. Les exercices, donc si vous étiez là depuis le début de la séance et de la séance précédente, donc les exercices, ça va être des sous-ensembles comme les données qu'on avait vues en début de séance et comme les données qu'on avait vues la séance précédente, la séance d'hier, je crois. Donc, c'est juste de prendre des petites données à partir des grandes données qu'on a et d'essayer de trouver le résultat. Et on a le code, on applique les formules et on a le résultat. C'est comme un déroulement. Donc, ce qu'on a vu hier, c'était de calculer les métriques sur un petit tableau de données. Donc, j'ai les prédictions, j'ai les valeurs réelles et je vais calculer mes métriques. J'ai les X, j'initialise les θ, donc des petits X, des petits X, seulement 2 paramètres et quelques exemples, 5 exemples, 6 exemples, et j'essaie de dérouler ça pour trouver les meilleurs paramètres en appliquant un algorithme. Voilà. Essayez de faire un sondage. Donc, si vous voulez vraiment un exercice où on a des chiffres et où on le fait manuellement avec calculatrice et qu'on compare avec notre code, les résultats de notre code, il n'y a pas de souci. Seulement, dites ça dans votre choix. Donc, regardez ça entre vous. Pour moi, c'est suffisant d'avoir un code qui prend un sous-ensemble de données et vous pouvez faire les calculs vous-même. Après, si vous voulez qu'on fasse ensemble les calculs et qu'on ait un exercice vraiment qu'on va résoudre ensemble, il faudra m'informer par rapport à ça et je préparerai ça pour vous et on le fera durant la séance. Merci à vous. Donc voilà, je réitère ma proposition. S'il y a quelque chose de particulier que vous voulez voir à partir de tout ce qu'on a vu, donc dites-moi ça, remplissez un formulaire. J'imagine donc Kenza, Rilas n'est pas là, mais Kenza, je pense que je l'ai vu. Donc, essayez de faire un formulaire où les étudiants mettront leurs questions et partagez ce formulaire avec moi et je vais essayer de voir où il y a des zones d'ombre pour la majorité des étudiants. Donc, mettez tout ce que vous n'avez pas compris. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie et on se voit bientôt, Inch'Allah. Oui. Oui, oui, il n'y a pas de problème. À quelle heure en fin de journée? Comment? La nuit. La nuit, En soirée, la veille de l'examen, éventuellement. genre 20 heures. Éventuellement, oui. 20 heures. Oui, oui, on peut voir ça. La veille de l'examen, oui, pourquoi pas.
Mais je veux juste vous partager quelque chose que j'ai su sur quelques livres et quelques formations. Donc, c'est très déconseillé de veiller la veille de vos examens. Après 20 heures, ça va, c'est correct. Donc, on a de 20 heures jusqu'à 22 heures, c'est correct. Mais donc, à éviter d'aller trop vous fatiguer la veille d'un examen, quel que soit votre examen, parce que votre cerveau a besoin de se reposer. Donc, pour moi, oui, il n'y a pas de souci. Si vous voulez le faire la veille de l'examen, peut-être que je vous proposerai de faire ça, pas la veille de l'examen, mais peut-être 1 ou 2 jours avant. Madame, parce après avoir discuté, c'était une petite période hier, on a dit soit c'était le 7, parce qu'on n'a pas d'examen le 7, qui serait 2 jours avant l'examen, soit la veille de l'examen en soirée. Voilà les deux possibilités qui ont été mentionnées. Moi, a priori, je vous proposerai le 7. Le 7, ça sera un mardi. Mardi, c'est possible pour moi. Donc, je vous proposerai le 7. Et si vous avez besoin encore de quelque chose, on refera ça. Mais votre cerveau a besoin de stocker les informations. Si vous faites des révisions, il faudra les faire vous laissez assez de temps avant de vous examiner. D'accord. Bon, c'est un conseil, hein. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, vous voulez qu'on fasse le 7, vous voulez qu'on fasse le 8. Le 8, a priori, j'ai pas le temps. Le 8, je serai prise jusqu'à 20. Est-ce que j'ai un autre donc, 20h15, 21h. Donc, jusqu'à 21h15, on va dire. Donc, le 8, ça sera un peu délicat. Sauf si vous voulez qu'on fasse à 21h15. Donc, on peut faire de 21h15 jusqu'à 22h30, on va dire. 22h30 maximum. Mais le mardi 20h, 19h, il n'y a pas de souci. Et fait le mardi. Pour le mardi, éventuellement, même en journée, puisqu'on n'a aucun examen. D'accord, ok. Donc, en journée, si c'est en journée, ça va être la matinée. Si c'est en soirée, donc ça peut être à partir de 19h. D'accord, madame. Voilà, donc, et sinon le mercredi en journée, pareil, je serai prise ensuite de 15h jusqu'à 21h. Donc, à la limite, on peut faire ça soit la matinée du mercredi, soit à partir de 21h. Et sinon, le mardi, donc, pareil, donc soit la matinée, soit la soirée à partir de 19h. Kenza et Kautar, je pense que c'est vous les délégués. Donc, vous me tenez au courant et on se met d'accord pour les séances de révision sur l'horaire. D'accord. Très bien, je vous remercie et on se voit très bientôt, Inch'Allah. Merci à vous.